Eh bien, bonjour à tous ceux que j'ai pas encore vus. Donc moi, je suis Jeanne Vermet, je travaille chez France Victime, je suis juriste, mais aujourd'hui, je viens pas vous parler en tant que juriste, je viens surtout juste servir de bâton de parole pour nos intervenants qui sont là aujourd'hui, pour nous parler sur les stéréotypes, et en particulier sur l'exemple du cyberharcèlement. Donc en fait, on a construit notre présentation sur plusieurs problématiques, évidemment. Donc on l'a renommé un petit peu de la cour de récréation aux écrans, puisque tous les stéréotypes partent évidemment de l'enfance et se traduisent évidemment plus tard, plus globalement, par toutes sortes de violences intrafamiliales. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et on ciblera un peu plus particulièrement avec l'exemple du cyberharcèlement. Voilà, de toute façon, je ne vais pas en dire trop, ils vont très bien l'expliquer. Je vais juste les laisser se présenter, dire qui ils sont, et puis après, on va pouvoir commencer la présentation. Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Claude Damazy-Edmond, inspectrice éducation nationale dans le premier degré et en charge du dossier égalité filles-garçons dans le département du Morbihan. Mais j'interviens aussi en lieu et place de ma collègue Hélène Conan, également inspectrice en charge de la prévention du harcèlement dans le département. Et de Madame Véras, oui, responsable académique du coup de l'égalité filles-garçons. Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Aurélien Cadet, éducateur-chercheur, ça veut dire que je suis éducateur spécialisé et actuellement doctorant en sociologie en fin de thèse. Voilà, je vous en parlerai un petit peu, je travaille actuellement sur la relation d'autorité. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Anastasia Baudot, je suis coordinatrice du service de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes et la prévention des violences sexistes et sexuelles au sein du CIDFF, donc une association, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Morbihan. On aura un peu de temps pour présenter après plus. Eh ben je vais pas aller plus loin. Bonjour à toutes et à tous, Cyril Marc de l'association Iceberg qui va bientôt s'appeler Dictia. Voilà. Nous, notre cœur d'action, c'est l'éducation à l'usage des outils numériques, au bon usage des outils numériques, donc vaste domaine. Voilà, c'est pour ça que je suis ici. Voilà, donc on intervient auprès des jeunes, hein, auprès des familles, dans les établissements, au rétablissement, et puis aussi auprès des professionnels, voilà, pour les former à ce merveilleux monde, n'est-ce pas, du numérique. Donc la lutte contre les stéréotypes dès le plus jeune âge à l'école. Donc je vais d'abord vous présenter le cadre de l'action. Le Code de l'éducation rappelle que la transmission des valeurs d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes se fait dès l'école primaire. Donc cette éducation à l'égalité est mise en œuvre à travers la Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif, qui met en avant 5 grands axes d'intervention, dont notamment la formation des personnels, de l'ensemble des personnels, et la lutte contre les violences et les cyberviolences sexistes et sexuelles. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de stéréotypes? Donc, une petite définition très rapide. Donc, un stéréotype, c'est une image préconçue, une représentation simplifiée d'un individu ou d'un groupe d'individus. Il repose sur une croyance partagée relative aux attributs physiques, moraux ou comportementaux qui sont censés caractériser cet individu ou ce groupe d'individus. Donc, par exemple, les garçons sont, on va faire une petite révision. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous croyez des garçons? Ils sont comment les garçons? Ils sont costauds, ouais. Ouais. Ah, en termes de capacité, ils sont... Bon, on verra. Bon, ah oui, mal nécessaire, n'est-ce pas? Donc le stéréotype remplit une fonction cognitive importante parce que notre cerveau est économe et donc face à l'abondance des informations de l'environnement, il va simplifier la réalité, il va catégoriser, il va classer. Donc ce qui est important de savoir dans notre développement, c'est que les stéréotypes sont partagés par tous et toutes et aussi
par les enseignants et enseignantes qui sont aussi des acteurs sociaux qui font partie de la société. Donc comme ils ne vivent pas sur une planète, une exoplanète, n'est-ce pas? Les croyances qu'ils et elles ont sur leurs élèves vont induire un traitement différencié des filles et des garçons à l'école qui aura un effet notamment sur leurs résultats et les parcours scolaires. Donc, Nicole Mosconi, qui est une philosophe et professeure de sciences de l'éducation, applique la notion de curriculum caché aux choix qui sont effectués dans les classes par des enseignants et enseignantes qui ne sont pas conscients du caractère, de la dimension sexuée de leur enseignement. Donc, quelques exemples qui ont été abondamment documentés. Par exemple, l'occupation de l'espace dans la cour de récréation, qui a été largement étudiée par des géographes du genre comme Edith Marouet-Jules ou Yves Rebaud. Les garçons donc occupent majoritairement l'espace et particulièrement le centre de la cour de récréation. On connaît le fameux terrain de foot du milieu de la cour de récréation. Ils étendent leurs jeux à la totalité de l'espace disponible et donc ils peuvent exercer librement leurs besoins d'activité physique. Alors que les filles sont cantonnées à la périphérie de la cour. Donc pour les chercheurs, cette occupation de l'espace de la cour de récréation préfigure l'occupation de l'espace public, de l'espace social ultérieur. Les enseignants et enseignantes ont des attentes différenciées par rapport aux filles et aux garçons. Donc, des études ont montré que les garçons sont plus souvent encouragés sur leur performance, alors que les filles vont être félicitées pour leur conduite, leur application, leur écriture, leur assiduité. Les enseignants et enseignantes accordent plus de temps aux garçons et les encouragent davantage à l'autonomie. Les garçons sont plus interrogés et sollicités que les filles, environ un tiers plus que les filles, surtout si le nombre d'élèves est important. L'indiscipline des garçons est davantage tolérée, même s'ils sont davantage punis que les filles. Et donc c'est Sylvie Héral qui pense que cet état de fait contribuerait notamment à renforcer la construction d'une identité viriliste chez les garçons. Voilà. Et chez les filles, l'indiscipline est considérée comme contre nature. Alors, quels sont les effets des stéréotypes ? Donc, Pascal Huguet, qui est chercheur en psychologie cognitive, a repris une expérience qui a été menée dans les années 90 aux États-Unis par un psychologue social, Claude Steele, qui travaillait sur les stéréotypes racistes qui visaient les Noirs américains. Et donc, Huguet a repris cette expérience. Il a demandé à des filles et des garçons de reproduire cette figure. Dans un cas, il leur a dit qu'il s'agissait d'une épreuve, donc une épreuve mixte, il y avait des garçons et des filles. Dans un cas, il leur a dit qu'il s'agissait d'une épreuve de géométrie, la géométrie étant une discipline des mathématiques. Et dans un autre cas, il leur a dit qu'il s'agissait d'un test de mémoire. Donc voici le résultat, le résultat de cette expérience, c'est-à-dire que si on voit bien, on lit bien la légende, on aurait dû prendre rose et bleu, ça aurait facilité la lecture. Voilà. Donc, quand l'épreuve était considérée comme une épreuve de mathématiques, les filles, pour parler trivialement, se plantaient majoritairement. Et quand elle était présentée comme un test de mémoire, et les garçons réussissaient, et quand elle était présentée comme un test de mémoire, les filles réussissaient et les garçons échouaient l'épreuve. Et donc des résultats similaires ont été obtenus en présentant l'épreuve comme une épreuve de mathématiques, un test de mathématiques ou une épreuve de dessin, d'art. Voilà, donc ces contre-performances des filles et des garçons
s'expliquerait parce que ce que Steele a appelé la menace du stéréotype, qui correspond à la crainte d'un individu qui appartenant à un groupe négativement stéréotypé, crainte qu'il peut ressentir lorsqu'il risque de confirmer par sa performance ou son comportement le stéréotype négatif associé à son groupe. C'est-à-dire une crainte qui va perturber ses fonctions cognitives. Et cette crainte le mènerait involontairement à confirmer le stéréotype. Vous voyez, c'est une espèce de cercle vicieux puisque les stéréotypes alimentent les inégalités, etc., etc. Donc, juste à titre d'exemple, parce que c'est assez caractéristique, les évaluations nationales qui ont lieu en CP, donc à l'issue de la grande section de maternelle, à l'entrée à l'école élémentaire, et en début de CE1, donc à la fin du CP, depuis 2018, montrent que à l'entrée au CP, donc à l'issue de l'école maternelle, les filles et les garçons ont des résultats identiques en mathématiques. Et les filles ont des résultats supérieurs en français. Ça, c'est un problème aussi. Hein, voilà. Donc, en fin de CP, en début de CE1, les filles sont toujours meilleures en français, mais elles décrochent complètement en mathématiques. Donc, des chercheurs ont comparé, donc ça c'est un résultat qui se reproduit et j'ai fait l'analyse pour le Morbihan, on n'est pas exempt de ce stigmate. Et donc, des chercheurs ont comparé des cohortes d'élèves en éliminant le facteur âge, position sociale, type d'école, et ils confirment ce résultat. C'est bien la scolarisation qui est en cause, c'est-à-dire que en une année, entre le début du CP et la fin du CP, en une année, on a réussi, je ne sais pas si c'est une réussite, on a réussi à creuser l'écart entre les performances des filles et les garçons. C'est-à-dire, donc l'hypothèse, c'est qu'elles ont internalisé les stéréotypes pendant 7 années de CP. C'est absolument tragique et effrayant, cette courbe où on voit les groupes se dissocier en cours d'année, en fait. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait à l'école? L'idée, c'est de former l'ensemble des personnels et des enseignants et enseignantes qu'on leur enseigne, qu'on essaie en tout cas de déjouer le curriculum caché. Donc, il s'agit de permettre à chacun de savoir qu'il est porteur de stéréotypes et d'apprendre à les identifier, surtout apprendre à les contrôler en mobilisant une fonction cognitive qui est le contrôle inhibiteur. Donc, dans le même temps, il s'agit d'aider les élèves à comprendre aussi ces mécanismes et les aider à lutter contre la menace du stéréotype. Donc, tout cela passe par la formation dans les disciplines. À titre d'exemple, au niveau de l'Académie de Rennes, nous sommes intervenus dans la formation des référents mathématiques de circonscription parce que actuellement est mis en œuvre un plan mathématique pour essayer de nous faire remonter un petit peu dans les évaluations internationales. Et donc, tous les formateurs en mathématiques, donc la 19e mesure du plan mathématique, du plan national, était justement ce travail sur les inégalités, l'égalité filles-garçons. Et donc, dans l'académie, nous avons vraiment mis le paquet sur la formation des formateurs sur ces questions de stéréotypes et notamment d'inhibition cognitive. Voilà, voilà. Et donc, j'embraye sur la prévention du harcèlement à l'école. Donc, j'interviens en lieu et place donc, de Madame Hélène Conan, superviseuse départementale du projet phare dans le Morbihan. Donc, dans l'éducation nationale, on aime bien les acronymes un peu punchy, quoi. Donc, phare, P pour prévention, harcèlement et E pour école.
Donc la prévention des violences sexistes et sexuelles s'inscrit dans le cadre global de la lutte contre toute forme de violence faite aux enfants. Et donc en plus de la lutte contre les stéréotypes sexistes, la prévention du harcèlement dès le plus jeune âge constitue la prévention du cyberharcèlement qui apparaît dès la fin de l'école primaire. Donc, qu'en est-il du harcèlement entre élèves à l'école primaire en France? Donc là, je ne vais pas trop parler du secondaire. Voilà. Donc, la première enquête de climat scolaire et de victimation menée à l'école primaire nous donne les résultats suivants. Donc, l'année dernière, en 2020-2021, la très grande majorité des élèves de CM déclarent se sentir bien ou très bien dans leur école. Ils déclarent avoir de bonnes relations entre eux et avec les adultes. Les filles ont une opinion assez semblable sur le climat scolaire, mais les filles se sentent moins en sécurité dans le cadre scolaire que les garçons. Un quart des élèves déclarent avoir été victimes d'au moins une violence de façon répétée. Les filles disent moins souvent avoir été victimes de violences physiques au cours de l'année, mais elles se sentent davantage mises à l'écart. Et quand même, un peu moins de 3% des élèves signalent plus de 5 atteintes répétées. Donc on va caractériser une forme de harcèlement. Et cette situation de forte multivictimation concerne autant les filles que les garçons, et environ 2 fois plus les élèves en REP+, un REP, réseau d'éducation prioritaire. Donc, un élève sur 3 n'en parle à personne, et dans un cas sur 5, les parents sont allés voir la police ou la gendarmerie. Donc, la prévention et la lutte contre le harcèlement ne sont pas une option pour les professionnels de l'éducation nationale, puisque la loi d'orientation et de programme de 2019 le stipule clairement. Et cette disposition est consolidée par la loi du 2 mars 2022, donc c'est tout frais, qui définit le délit de harcèlement scolaire et fait obligation à tous les établissements scolaires de mettre en œuvre une politique de prévention et de traitement du harcèlement et du cyberharcèlement. Donc c'est dans ce cadre qu'intervient le projet. Donc au niveau national, cette politique se traduit par un plan en 10 mesures, dont le projet phare, prévention du harcèlement à l'école, est le fer de lance. Donc ce projet, il s'agit d'un projet clé en main qui comprend la formation des professionnels, la participation à des temps forts et la formalisation de protocoles. Donc on va entrer un petit peu dans le détail de phare. L'enjeu du projet est de créer au sein de chaque établissement un cadre qui soit protecteur et sécurisant pour tous les acteurs de la communauté éducative, les élèves, les professionnels et les familles. Donc, ce programme implique pour chaque établissement scolaire la rédaction d'un protocole, la formation et la sensibilisation des élèves à hauteur de 10 heures quand même, ce n'est pas complètement anodin, et la formation dans chaque établissement d'un groupe de professionnels constituant l'équipe ressources de l'établissement. Donc, je vais vous préciser là comment ça fonctionne. Donc, dans l'Académie de Rennes, le choix a été fait plutôt de former les professionnels à la méthode de la préoccupation partagée, qui est basée sur le développement de compétences psychosociales et notamment de l'empathie chez les élèves. Donc, il s'agit de l'adaptation française par Jean-Pierre Bellon, de la méthode créée par Anatole Pikas, psychologue et sociologue de l'éducation, qui a déployé cette méthode en Suède pour trouver des solutions au harcèlement scolaire dans les années 80. Et donc, différentes évaluations internationales ont montré que cette méthode mettait fin aux brimades entre élèves dans 8 cas sur 10. Donc, je pense que c'est ce qui a favorisé son choix par les autorités académiques. Alors, il s'agit de travailler sur les situations d'intimidation,
donc qui sont des phénomènes de groupe, ce sont des actes répétés, mais qui n'ont pas encore le niveau de nocivité, qui n'induisent pas encore la dégradation physique et psychologique chez les victimes, comme dans le cas du harcèlement. Donc cette méthode vise le développement de l'empathie des intimidateurs, et puisque certaines recherches ont montré qu'ils développaient peu d'empathie, et elle vise également la stimulation de l'empathie des témoins pour diminuer du coup l'influence des intimidateurs. Donc c'est une approche non blâmante. Dans l'atelier précédent, on a parlé de la nécessité du non-jugement, donc on est vraiment dedans, hein. Une approche non blâmante, donc les adultes de l'équipe ressources adoptent une attitude empathique, ils écoutent, ils ne blâment pas, ils ne punissent pas. Il n'y a pas de sanction dans le cadre de cette méthode. Donc une équipe de professionnels, donc la fameuse équipe ressources, doit être spécifiquement formée au traitement des situations d'intimidation par des entretiens avec les protagonistes. Et donc l'objectif est de montrer sa préoccupation pour l'élève cible afin d'engager l'intimidateur vers une attitude empathique et l'engager aussi vers la réparation. Donc l'équipe ressources va soutenir l'élève intimidé et interviendra auprès des intimidateurs. Donc la temporalité est un point extrêmement important dans cette méthode. L'objectif est une résolution de la situation en 2 semaines maximum. Et donc si ça n'était pas le cas, évidemment, le protocole national des gestions de traitement des situations de harcèlement est mis en œuvre. Et donc la confidentialité est le cadre des échanges. Donc 4 étapes pour la méthode, des rencontres avec la cible, les parents, l'intimidateur pendant 15 jours. Et ensuite, on va des entretiens pour but de suivre la situation. Alors pour terminer, comment ça se déploie dans le Morbihan? Donc Madame Conan veille au déploiement du dispositif phare dans les établissements du département. Donc cette année, la moitié ouest pour vous c'est par là, la moitié ouest du département a été dotée en équipe ressources. Donc dans 19 collèges publics, des équipes de 5 professionnels ont été formées et dans 5 circonscriptions du premier degré et avec 10 écoles engagées dans le dispositif phare. Et l'objectif, c'est qu'à la rentrée prochaine, le dispositif soit généralisé à l'ensemble du département. Voilà, je dois avoir pris 16 minutes. Merci de votre attention. Alors déjà, je tenais tout d'abord à remercier France Victime 56 et plus directement Monsieur Brésillon de m'avoir invité à prendre la parole dans le cadre de ce forum portant sur les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes dans le Morbihan. Et dans le prolongement des interventions à incarner brillamment une présence, bravo, je vous propose d'explorer ensemble en fait, des angles morts de la relation éducative au prisme du genre et des temporalités, en prenant appui sur mon travail de thèse portant sur donc l'autorité. Cette présentation qui s'intitule « Quel genre d'autorité ?» propose de rendre visible et éventuellement lisible la dimension genrée de l'autorité, qu'il s'agisse des professionnels de l'éducation nationale, du travail social ou simplement dans le cadre de la parentalité par exemple. Je tiens à annoncer d'emblée qu'il ne s'agira pas d'une avant-première de ma soutenance de thèse. Je vais vous proposer une intervention de 8 minutes, conçue comme un grand 8 en théorie, donc quand même accrochez-vous un petit peu. Donc je suis Aurélien Cadet, éducateur-chercheur, appellation que je partage volontiers et qui permet en fait d'insister sur l'imbrication d'une professionnalité. En l'occurrence, je suis éducateur spécialisé depuis 2013 et imbrication à une formation de chercheur en sociologie puisque je suis actuellement en dernière année de thèse en phase d'écriture. J'ai occupé ce poste pendant 3 ans au sein d'une unité éducative de l'aide sociale à l'enfance, spécialisée dans la prise en charge d'adolescents et adolescentes qualifiés de difficiles ou incasables. Bon, peut-être que je développerai plus tard si vous le souhaitez. Pour étudier l'autorité, j'ai été donc à la fois participant et observant.
Et je suis par ailleurs amené à intervenir régulièrement aussi en institut de formation du travail social auprès de différentes promotions, notamment sur les questions de genre dans le travail social, pour citer la dernière intervention datant de ce matin. Donc, merci beaucoup. L'autorité, représentation et figure. Très très rapidement, dans le sens commun, en fait, l'autorité est souvent associée à la force, la vigueur. Intervenir avec autorité, une intervention pleine d'autorité, ces expressions, notamment utilisées dans le domaine du sport, le symbolisent plutôt bien. Et à travers certains discours d'hommes politiques de différents bords, l'autorité a souvent fait l'objet d'invocations. Elle semblerait être une relique du passé, dont le retour permettrait de résoudre l'ensemble des problèmes rencontrés dans la relation pédagogique, par exemple, ou éducative. Elle permettrait de, je cite, « sonner la fin de la récréation » ou encore que les élèves se tiennent sages. Enfin, elle peut revêtir différentes figures, variables selon les milieux socioculturels et les contextes historiques. Le chef de famille, le prêtre, le patron, l'instituteur ou encore le parrain, ou l'incontournable Pascal le grand frère, enfin je ne sais pas si incontournable ici, très discuté dans le champ de l'éducation spécialisée notamment. Rapidement, nous pouvons comprendre que cette figure revêt, dans nos représentations, une apparence majoritairement masculine. Donc, pour l'autorité et quelques éléments de définition, si les écrits donc, de philosophes de l'Antiquité en esquissent un peu les contours, et je suis en train de travailler un petit peu dessus, il faut notamment attendre le travail des philosophes comme Alexandre Kojève ou encore Hannah Arendt pour définir l'autorité plus précisément. Et cette dernière la définit comme suscitant une obéissance non contrainte, opposée à la contrainte par la force ou à la persuasion. À la différence du pouvoir, donc, l'autorité est indissociable de la légitimité. Et à l'image de l'auctoritas des Romains, elle susciterait un conseil qui serait difficile de ne pas suivre. Donc l'autorité, analyse au prisme du genre, s'inscrit en fait dans un processus de naturalisation. Il y aurait une autorité naturelle, sous-entendu masculine, incarnée, incorporée dans un corps masculin. La façon dont sont construites, hiérarchisées et opposées les deux catégories, hommes et femmes, pensées comme naturelles donc, entraîne une conception genrée de l'autorité qui positionne hommes et femmes sur des scripts différenciés, dont les premiers rôles sont masculins. Cette bicatégorisation par sexe entraîne une légitimité à deux pôles, entre lesquels il y a bien une pluralité de styles, de profs, d'éducs, de parents, etc. Il y aurait donc un pôle masculin qui serait dominant, qui susciterait une obéissance immédiate, instantanée, incontestable par la précédence de son statut, de sa place, et éventuellement porteuse d'un potentiel de contrainte, voire de violence. J'ai une petite anecdote du prof de maths quand j'étais en 6e, qui avait retroussé ses manches pour me faire avouer si j'avais triché ou pas, alors que ce n'était pas le cas en plus. Et ça, donc, enfin voilà, en tout cas, pour sociologiquement analyser ces situations, elles sont très intéressantes aussi, ce potentiel de violence. Et donc de l'autre côté, l'autre pôle, qui est féminin, et serait donc subordonné, serait inscrit dans une dimension relationnelle et dans une logique de rôle, s'appuyant sur des compétences temporelles telles que la disponibilité, la patience, l'anticipation et le tact. Des compétences temporelles qui sont aussi très liées au concept de care, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc engagées, en tout cas inscrites dans des formes d'engagement et de réciprocité, inscrites dans l'épaisseur du temps. Une étude fine de l'autorité, celle sur laquelle je m'appuie, montre qu'il y a un système de distribution inégale de la légitimité, avec un rapport de dépendance, comme en grammaire du coup, entre la principale et la subordonnée. Pour la dernière slide du coup, et des temporalités, pour prendre le prisme des temporalités, l'approche temporaliste montre que la conception spatiale de l'autorité prédomine et fait valoir les actes de présence, les actes d'autorité, au détriment d'une conception temporelle de l'autorité qui, elle, est structurée par des effets d'autorité, des effets de présence. Et ces derniers sont accaparés par les premiers, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a des formes qui presque absorbent en fait, les effets de présence. Pour résumer très schématiquement ce qui fera certainement une partie de ma thèse, il y aurait donc une autorité dominante et spatiale qui est plutôt bien résumée par la phrase « avoir l'autorité sur, ici et maintenant », qui serait donc issue plutôt d'un pôle dit masculin, et avec un potentiel, comme on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, un potentiel de contrainte, voire de violence. Et il y aurait une autorité temporelle et relationnelle,
qui est plutôt bien résumée par la phrase « faire l'autorité avec », dans la durée, avec comme une sorte de promesse donc d'engagement dans la durée. Et j'ai raccourci mon intervention pour peut-être laisser un peu de temps pour discuter après. Donc ça va être à moi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, comme vous l'avez entendu, je travaille au sein de l'association le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Morbihan, qui est une association départementale, mais qui fait partie d'un réseau national qui a pour objectif de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, mais également favoriser l'autonomie et le pouvoir d'agir des femmes. Et il faut savoir que donc il y a le CIDF dans sa mouture actuelle existe depuis plus d'une dizaine d'années. Mais il y a 3 ans, on a décidé de développer un nouveau service. Donc jusque-là, nous avions 2 services phares, un service insertion pour accompagner les femmes dans leurs projets professionnels, un accompagnement socio-professionnel à la levée des freins, à la diversification des choix, mais également toute une partie d'accueil juridique, d'information juridique et d'accompagnement des violences. Toute personne victime de violences sexistes ou sexuelles est bien entendu la bienvenue pour être accueillie et accompagner par rapport à tous ces éléments. Sauf qu'au fur et à mesure de nos rencontres, de nos interventions, de nos accompagnements, la question de la prévention, de la sensibilisation est devenue au cœur de nos éléments d'échange. Et très vite, nous avons finalement, je dis très vite, on a attendu quand même quelques années, mais il y a 3 ans, on a développé un service de sensibilisation, formation à l'égalité et à la prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc c'est ce service que je représente donc aujourd'hui. Et ce service a, on va dire, commencé à travailler avec en particulier l'éducation nationale. On fait partie donc du catalogue du département, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, qui nous permet d'intervenir sur l'égalité, mais également sur les choix d'orientation, diversifier un petit peu les choix d'orientation. Donc c'est aussi intéressant parce qu'on travaille sur les stéréotypes à nouveau. Et nous travaillons également sur un thème que je vais revenir un petit peu après, mais donc le cybersexisme, la prévention du cybersexisme. Donc voilà, je me permets de faire un petit peu ce topo-là avant de démarrer un petit peu plus mon échange qui va justement m'amener à faire un petit peu le lien entre mes prédécesseurs au niveau de l'échange et la suite. Donc j'espère que je vais y arriver. Donc on a commencé par parler des stéréotypes et en effet c'est un début indispensable de parler des stéréotypes, des représentations de genre. Mais c'est un début. En effet, il faut rester vigilant. Les stéréotypes ne sont pas la cause des inégalités. C'est souvent, au fur et à mesure des années sur lesquelles je peux intervenir, je constate cet élément-là, c'est, les stéréotypes vont, si on les enlève, s'il n'y a plus de stéréotypes, il n'y a plus de violence. C'est un peu plus compliqué que ça. Et je trouve que d'ailleurs les conférences de ce matin ont été très fines sur ces éléments-là et même mes prédécesseurs au niveau de l'échange l'ont également expliqué. Donc moi je vais venir sur cette notion de système de genre qui est finalement la véritable cause de ces inégalités. Les stéréotypes par contre vont avoir un rôle primordial puisqu'ils vont entretenir tout ce système de genre et ces inégalités. Alors ce système de genre, qu'est-ce que c'est ? Je suis toujours sur la bonne... pouvoir avancer un petit peu. J'essaye d'avancer vite, j'ai que 8 minutes. Alors, le système de genre, je vais le dire à l'oral, sinon, si c'est trop compliqué au niveau de la diapo. Eh bien, le système de genre, donc, c'est un concept qui désigne tout simplement donc, le système des normes sexuées produit par les rapports sociaux qui définissent et hiérarchisent le féminin et le masculin. Et en ça, donc, on vient prendre un système de genre où les rapports sociaux, c'est bon ? Oui, super. Dont les rapports sociaux se développent dans une société donnée. C'est exactement ce qui a été nommé juste avant. Il faut prendre en compte la réalité de notre société aujourd'hui, avec toute son histoire, tout son passé, mais aussi avec les configurations actuelles. D'où la notion du cyber, qui va avoir un rôle actuel des réalités de violence. Donc, ces rapports sociaux se développent donc dans une société donnée
où les individus se construisent pour devenir soit femmes, soit hommes. Et en fait, on va focaliser un petit peu ces groupes, on va surtout les différencier, on va les opposer. Et ça va être un petit peu la base pour développer une certaine hiérarchie entre un groupe masculin, qui représente l'autorité, et le groupe féminin. Cette hiérarchie, eh bien, ça va rendre visible cette hiérarchisation entre les individus qui va se fonder sur, en plus de ça, un système binaire. En cataloguant sur le groupe femmes ou hommes, on oublie toutes ces minorités qui ne se reconnaissent pas dans ces deux groupes. Donc c'est aussi intéressant de le prendre en compte. Et on va constater, alors avec le schéma qui a un petit peu bougé, mais que cette hiérarchie et ces rapports sociaux de sexe vont amener ces inégalités, vont engendrer la violence et la discrimination, et les stéréotypes, en fait, vont être un peu présents absolument partout et vont continuer à entretenir ce système très cyclique. Donc c'est en ça que, oui, les stéréotypes, on insiste, sont importants, mais ne sont pas une fin en soi. Je continue. Et donc maintenant, prenons un exemple concrètement. Comment ça se met en place? Prenons une violence, celle du cybersexisme. Donc le cybersexisme, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, elle fait partie des cyberviolences. Et donc, je vais prendre un exemple donc, sur les violences sexistes maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, autant se baser sur une situation très actuelle. Eh bien, le cybersexisme, ce sont des actes, des commentaires, des messages à caractère sexuel ou qui critiquent la manière de s'habiller, l'apparence physique, le comportement amoureux ou sexuel. Ce sont des violences sexistes ou sexuelles qui visent principalement les filles, mais aussi les garçons. Alors, le Centre Hubertine Auclair a travaillé énormément sur le sujet. Je vous inviterai d'ailleurs à aller voir leur site internet qui développe énormément d'éléments. Nous, aujourd'hui, on intervient sur le cybersexisme, et c'est vrai que beaucoup de nos outils sont basés sur le travail qu'a mené le Centre Hubertine Auclair. Et justement, ça me permet de vous montrer la diapo suivante qui montre un petit peu quelques chiffres clés sur les violences existantes au niveau du cybersexisme. On constate que 20% des filles et 13% des garçons rapportent avoir été insultés en ligne sur l'apparence physique, et 17% des filles et 11% des garçons déclarent avoir été confrontés à de la cyberviolence à caractère sexuel. Par le biais de photos, vidéos ou textos envoyés sous la contrainte et ou diffusés sans l'accord et ou reçus sans en avoir envie. Donc, juste très rapidement, on dit souvent quand on intervient dans une classe, eh bien, en moyenne, on compte à peu près 3 filles et 2 garçons dans la classe qui, en moyenne, sont touchés par ce cybersexisme. Donc, c'est intéressant toujours d'intervenir et de dire voilà, c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que quand on intervient dans votre classe, c'est la réalité, mais néanmoins, c'est la moyenne. Et bien, à force d'intervenir, et là, ça commence à faire quelques années, malgré tout, qu'on intervient sur le cybersexisme, on constate à chaque fois des témoignages à la fin des interventions qui tendent finalement vers ces chiffres, nous aussi dans le territoire du Morbihan. Et donc, un exemple du cybersexisme, plus précisément, c'est le slut-shaming. J'utilise plein de termes anglo-saxons. Le slut-shaming, alors littéralement, ça veut dire faire honte aux salopes. Hein, voilà, c'est très, très agréable, très sympathique comme terme. Mais en fait, c'est toutes les représentations qu'on va avoir sur les filles, les attendus qu'on a sur les filles, qui doivent se tenir au niveau de leur comportement, au niveau de leur visibilité sur les réseaux sociaux, qui ne doit être ni trop ni pas assez. J'ai envie de dire, sans donner un exemple plus précis, c'est un petit peu ça. Et donc, toutes les photos et images qui seront diffusées sur les réseaux sociaux, tout moment où il va y avoir le port d'une jupe, le port d'un t-shirt, peut-être un croc-top, comme il y a eu beaucoup d'échanges sur ce thème-là il y a quelques années encore, eh bien, ça va en fait amener à s'autoriser, et particulièrement les garçons vont se permettre de s'autoriser de tenir des propos violents, souvent sexistes, très stéréotypés, du type retourne dans la cuisine ou va te rhabiller. Enfin voilà, on va pouvoir lire ce type de commentaires, et elles vont en fait pas pouvoir s'exprimer. Alors au début, c'est peut-être qu'un message ou deux. Mais imaginez qu'on est sur les réseaux. Donc la violence qu'elles subissent au quotidien, eh bien, qu'elles peuvent entendre, du fait, et les éléments ont été très bien dit ce matin, en tant que fille, en tant que femme, au niveau de toute notre vie, on peut être amené plus ou moins à être touché par ce type de violence sexiste. Eh bien, ça va être démultiplié par les réseaux. L'anonymat, le fait de se sentir, oui, peut-être un peu en force derrière un ordinateur sans voir les réactions émotionnelles de la personne en face.
Et donc l'amas, la quantité de messages qui va arriver pour la personne va être d'une violence extrême et va la ramener à sa situation de femme, je mets bien ça entre guillemets, dans toutes les représentations qu'on attend d'elle. Et en ça, donc, le cybersexisme est devenu quelque chose d'indispensable à lutter, à prévenir. Et pour ça, on utilise à nouveau, nous, un outil quand on intervient en collège, qui est juste après, voilà, super, qui s'appelle les 5 bons réflexes pour combattre le cybersexisme. Et donc c'est cette diapo qui va me permettre de faire la transition, qui en fait sont un petit peu les éléments phares, alors à la fois de l'accueil et de l'écoute d'une personne victime de violence, quelle que soit cette forme de violence. Et c'est vrai qu'il ne faut pas la minimiser, même si c'est sur Internet. Mais ensuite, c'est aussi comment on va utiliser les réseaux, comment on va se protéger sur les réseaux, comment on va travailler sur sa e-réputation. Enfin voilà, c'est plein d'éléments qui sont indispensables pour travailler sur le cybersexisme. Et ensuite, quel est, nous, en tant que témoins, en tant qu'individus, tout à chacun, finalement, comment on est aussi impacté et comment on va refuser ou non de relayer des informations de violences sexistes sur les réseaux. J'espère que ce sera la bonne transition pour la suite. Alors effectivement, un petit focus dans la lignée, voilà, sur cet aspect qui touche au numérique, comme le mentionnait Anastasia. Voilà, effectivement, le numérique, hein, on l'a vu tout à l'heure quand je me présentais, je disais ce merveilleux monde du numérique. Hein, j'ai vu plusieurs grincements de dents ou sourires. Voilà, alors il n'y a pas évidemment que des aspects négatifs, Dieu merci au numérique, mais effectivement, ça fait partie, hein, cette face sombre parfois dans laquelle tombent les jeunes et les moins jeunes. Hein, voilà, c'est à la fois, en fait, le numérique a ses propres travers, hein, mais effectivement, ce qu'on constate quand on regarde un petit peu les différentes problématiques, souvent, c'est une caisse de résonance. Hein, ça va venir finalement grossir, hein, un certain nombre de problématiques qui existaient déjà. Alors, le numérique peut être, voilà, il peut permettre un effet qu'on appelle un effet colibri, hein, c'est-à-dire voilà, la goutte de chacun va venir permettre de construire ou de lever des fonds ou de soulever des enthousiasmes, des mouvements de solidarité finalement phénoménaux. Et puis ça peut être aussi un peu l'effet piranha, hein, c'est-à-dire que finalement à quelques-uns on va venir grignoter l'un ou l'autre, alors que seul on n'aurait peut-être pas fait autant de dégâts. Hein. Donc c'est un petit peu ces deux faces dans nos outils numériques. Et finalement les phénomènes de cyberviolence, hein, de cyberharcèlement vont venir s'inscrire dans ce monde. Alors ce qu'on va appeler une cyberviolence, c'est tout simplement quelque chose qui va avoir lieu, c'est un acte d'agression, un acte violent qui va avoir lieu sur un moyen de communication électronique. Alors évidemment, on pense aux réseaux sociaux, ça peut être les SMS, ça peut être les emails pour les jeunes, pas trop, mais voilà, il y a plein de vecteurs numériques. Et puis on va commencer à parler effectivement de harcèlement, de cyberharcèlement, quand on va avoir un certain nombre d'éléments, et notamment cette notion de répétition. Ça, c'est vraiment un effet clé, hein, parce qu'avoir des cyberviolences, malheureusement, il y en a partout. Hein, quand on demande aux jeunes, même au collège ou en primaire, est-ce que vous avez déjà insulté quelqu'un sur Internet ? Il y a des fois 2-3 mains qui se lèvent, puis, même en jouant. Ah ouais, mais là, c'est pas pareil. Voilà, enfin, c'est-à-dire que finalement, voilà, à travers les forums, les jeux vidéo, etc., évidemment, c'est devenu malheureusement presque banal, hein, de s'insulter, de critiquer, etc. Alors, cette notion de répétition, elle est fondamentale. Et effectivement, il y a quelque chose qui a changé, hein, dans ces dernières années. C'est-à-dire qu'avant, la notion de répétition était caractérisée du point de vue de l'agresseur. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, pénalement parlant, pour caractériser le harcèlement et le cyberharcèlement, il fallait qu'une même personne ait plusieurs fois de suite fait quelque chose, un acte d'agression. Aujourd'hui, c'est plus intéressant, on le regarde du côté de la victime, c'est-à-dire si à partir du moment où une victime a été agressée de manière répétée, même si c'est par des gens différents, on considère qu'il y a effectivement un cyberharcèlement, un harcèlement. Donc ça, c'est important. Hein. C'est important à deux titres. Hein. D'abord pour la victime, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile de caractériser ce qu'elle subit. Et puis, pour les harceleurs ou les co-harceleurs, alors ça va être aussi une première difficulté. Hein, c'est que, et c'est très facile d'être auteur ou co-auteur en cyberharcèlement d'une agression. Et souvent, en tant que parents, notamment, on pense à nos enfants comme victimes, potentielles victimes de cyberharcèlement. On y pense moins en tant que potentiels co-auteurs. Et ça va très très vite, d'où l'importance aussi de les alerter à partir du moment où ils mettent les pieds dans les réseaux sociaux et sur les jeux en ligne, hein, de ces risques-là.
Alors voilà, cette notion de répétition, hein, ce qui est intéressant ce matin, et on va le retrouver dans la notion de cyberharcèlement, c'est cette notion de prise de pouvoir. Hein, c'est-à-dire que le cyberharcèlement, c'est pas juste finalement une embrouille, hein, un conflit entre deux individus, c'est-à-dire que ça va être une tentative d'une prise de pouvoir, un rapport de force entre un individu et un autre, ou un groupe d'individus et un autre. Donc il y a un phénomène de pouvoir qui se joue là, hein, comme dans les violences intrafamiliales, ce qu'on a évoqué ce matin. Et puis effectivement un phénomène de groupe. Hein, ça, c'est aussi fondamental, cette notion de groupe, et on le voit très bien, effectivement, le harceleur ou les harceleurs vont chercher à impliquer un certain nombre de personnes. Ça ne va pas juste se passer en catimini. On pourrait faire voilà, l'expérience ici. Là, si je me mettais à embêter ma voisine, là, toutes les 2 minutes, je la poussais pendant qu'elle parlait, si je lui tirais sa feuille. Bon, je pense qu'elle trouverait ça extrêmement pénible. Mais effectivement, oui, elle confirme. Voilà. Mais effectivement, si à chaque fois, avant que je fasse ça, je regardais la salle, mes voisins en disant regardez, regardez, et hop, je la pousse. Et tout d'un coup, je vois les sourires qui commencent à poindre sur les visages. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein, ça, les 2 cas vont être pénibles, mais effectivement, dans un deuxième cas, je vais embarquer les autres avec moi. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi dans le harcèlement et le cyberharcèlement. On l'a un peu évoqué avec Madame Damazy, hein, ça va être le rôle du groupe, hein, c'est-à-dire comment le groupe va réagir. Et là, ça va être fondamental, et on voit effectivement sur le terrain que si le groupe finalement va, par sa réaction, en rigolant, voilà, va cautionner d'une manière ou d'une autre, finalement, ou en encourageant les harceleurs, en eux-mêmes, en likant, en envoyant des messages, ça va encourager le cyberharcèlement. Au contraire, ça peut assez vite s'arrêter si rapidement le groupe ne joue pas le jeu. Alors évidemment, hein, vous voyez cette notion de rapport de force, hein, qu'on a déjà évoquée dans les interventions précédentes, peut ancrer aussi des comportements. Hein. Quand jeune, enfant, on a été aussi victime, hein, de ce genre de rapport, on peut être... Encore une fois, ce n'est pas une notion de causalité. Hein. C'est, comme on l'a dit ce matin, voilà, ça fait partie des terrains, hein, mais ça peut être aussi une cause derrière de devenir victime. Alors, je ne vais pas détailler les différentes formes, hein, de cyberharcèlement. On en a évoqué une, effectivement, hein, qui nous touche tout particulièrement, hein, notamment qui touche les filles. Alors, il y en a plein. Malheureusement, oui, les filles sont plus, même si les garçons sont aussi touchés par le cyberharcèlement, mais sont plus touchés, notamment par un certain nombre de formes de cyberharcèlement. On évoquait effectivement le slut-shaming. On peut imaginer aussi, voilà, tout ce qui touche au revenge porn, hein, cette vengeance en publiant des photos intimes. Hein, finalement, voilà, une relation amoureuse qui se termine mal, et pour se venger, on va publier une photo intime qui a été échangée dans le cadre de la relation. Et souvent, voilà, c'est le garçon qui va publier la photo de la jeune fille, et qui va évidemment avoir de gros dégâts, hein, avec une grande difficulté, c'est que ça va se propager évidemment très très vite. Et c'est ce genre aussi de phénomène qui cause de très gros dégâts. Alors on va retrouver effectivement, hein, voilà, les technologies de l'information, de la communication, ça va être à la fois une chance, hein, et puis à la fois une source de violence de plus, hein, alors pour nos jeunes potentiellement. Et on va retrouver la même chose, hein, la notion de harcèlement et de cyberharcèlement, on la retrouve dans le cadre des violences intrafamiliales. Hein. Évidemment, on pense aux violences physiques, on pense voilà, tout ce qu'on a pu déjà évoquer, mais voilà, l'Internet, les outils numériques vont devenir aussi un moyen de plus, hein, d'aller prendre le pouvoir, de faire pression sur le conjoint ou la conjointe. Alors pour la victime, effectivement, hein, quand elle est mineure, on va se retrouver effectivement avec une difficulté, hein, avec un risque parfois, voilà, d'être mis en difficulté. On dit une prise de pouvoir, et on va retrouver certains enfants, par exemple, qui vont se retrouver victimes parce qu'elles sont dans un moment de leur vie où c'est un peu plus difficile. Hein. Elles sont à l'adolescence, ils ou elles sont dans le cas de l'adolescence, on est moins à l'aise avec son corps, on est moins sûr de soi, ou au contraire, voilà, il y a un contexte familial, hein, peut-être de violence intrafamiliale ou de difficultés, de tension parentale ou autre, une rupture amoureuse, hein, pour l'enfant, qui fait que voilà, il ou elle ne va pas réagir de manière adéquate, par exemple à une petite blague, hein, qui n'était pas si drôle que ça, ou à une provocation, et voilà, il ou elle va réagir de manière disproportionnée, et tout d'un coup, voilà, un élève va se dire, tiens, là j'ai un levier. Hein, j'ai un levier, et il va appuyer dessus, et il va profiter finalement de ce moment de contexte un peu plus difficile pour l'enfant. Et puis effectivement, quand on est majeur, alors ça peut évidemment se poursuivre. Hein. Ça va être toute l'importance, hein, d'accompagner les enfants qui ont été victimes de cyberharcèlement, les aider à se reconstruire et à puiser en eux les ressources pour éviter que ça se répète. Et puis effectivement, étant adulte, on va retrouver voilà, le même malheureusement usage, hein, négatif des outils numériques à travers des messages, hein, qu'on va envoyer à son conjoint, des messages dévalorisants, des insultes, à répétition, hein, des moyens de pression.
Envoyer des messages avec des exigences, on peut surveiller, localiser. Voilà, on va retrouver tout un tas malheureusement d'usages des outils numériques qui vont venir être des moyens de pression envers l'autre. Donc quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre, évidemment, pour la victime, qu'elle soit adulte ou jeune, parce que c'est aussi toute la caractéristique du cyberharcèlement, c'est qu'il n'y a pas de limite de lieu, ni limite de temps, il n'y a pas de limite spatio-temporelle, c'est-à-dire qu'à la différence du harcèlement qu'on a pu connaître, qui existe malheureusement encore, où quand on était dans sa chambre, souffler un peu. Voilà, avec le cyberharcèlement, les réseaux sociaux, ça continue en permanence, de jour, de nuit, que vous soyez chez vous, à l'école, au club, partout. Donc il n'y a plus ces espaces où on peut souffler. Alors pour les auteurs, effectivement, on va retrouver aussi un certain nombre d'éléments, notamment, on l'a parlé avec l'empathie, la difficulté, c'est que derrière l'écran, évidemment, on n'a pas directement accès à la réaction émotionnelle de l'autre. Donc on va se permettre des choses qu'éventuellement dans la vraie vie, je mets des guillemets à ce terme-là parce que tout n'est pas virtuel dans ce qui est vécu évidemment sur les réseaux sociaux. Les conséquences en sont une preuve. Mais effectivement, avec l'écran, on va se permettre des choses. Et toute la difficulté, ça va être de faire prendre conscience à l'enfant ou à l'adulte de ce qui se passe, de ce que l'autre va ressentir de l'autre côté de son écran. On parlait tout à l'heure des deux facettes de l'empathie, ressentir, puis aussi être capable de se projeter intellectuellement dans ce que l'autre peut ressentir. Avec le piège du c'est pour rire. Alors ça, évidemment, nos jeunes, c'est pour rire, c'est pour rigoler, limite. Voilà. Si tu rigoles pas, c'est que tu manques d'humour, c'est bien connu. Qu'est-ce que les filles manquent d'humour, franchement, dans tout ce qu'elles reçoivent comme message. Et effectivement, c'est facile de se cacher derrière l'humour pour balancer des messages, évidemment. Voilà, donc j'irai pas trop plus loin sur cet aspect cyberharcèlement, on pourrait en parler longtemps, mais je vais laisser plutôt un peu d'espace pour la parole. Voilà, donc effectivement, c'est un facteur de risque, ces violences, ces contextes intrafamiliaux qu'on a évoqués ce matin, qui peuvent être effectivement une source, une cause pour l'enfant, soit de devenir victime, soit au contraire de reproduire des choses qu'il a vues ou qu'il a chez lui intégrées, un rapport de force finalement homme-femme. Et puis ce numérique est une caisse de résonance finalement, et qui peut être un moyen de nuire malheureusement à l'autre. L'intervention, la meilleure finalement prévention, c'est évidemment l'éducation. Et je pense que là-dessus, on est un peu tous sur ce créneau autour de la table. Et vous aussi, j'imagine, c'est plus on apprend à nos enfants, évidemment, tôt, à se respecter les uns les autres, à comprendre comment aussi ces outils numériques fonctionnent, plus on évitera les dérapages. Merci à vous. Alors là, ici, oui. On a un petit peu de temps pour des questions-réponses. S'il y a des questions à poser à nos intervenants, il ne faut pas hésiter, je vais vous passer le micro. Et puis, il faut en profiter pendant qu'ils sont là pour vous. Pas tous à la fois. Bon, au revoir. Je crois pas. Voilà, là, oui. Oui. Pas de questions? Oui, si. Bonjour, je vous remercie pour vos interventions. Et j'avais une question pour la première intervenante. J'ai été particulièrement surprise par cette étude, ce graphique entre la façon de présenter une activité scolaire et les résultats attendus. Donc cette étude, je ne me rappelle plus à quelle période elle a été faite. Est-ce que par rapport à 2007, est-ce que depuis 2007 et les dispositifs que vous avez mis en place pour sensibiliser les enseignants à la façon dont ils enseignent, est-ce que vous avez refait ce type d'études et est-ce que vous avez comparé les résultats que ça a pu engendrer? Donc l'étude le travail de Huguet date de 2007 et les résultats que je vous évoquais des évaluations nationales ont débuté en 2018. Donc si vous voulez, il y a toujours ce temps du savoir qui se construit et puis de sa redescente dans les pratiques. En tout cas, nous on fait le pari que
dans les espaces qu'on essaie de prendre aussi, hein, essayer de développer les postures professionnelles et les gestes professionnels des enseignants et enseignantes pour aller vers une pédagogie égalitaire en fait. Hein. Et donc il y a de plus en plus de propositions. La semaine dernière, il y avait par exemple une journée de formation sur cette pédagogie égalitaire avec les interventions de certains chercheurs que je vous ai cités tout à l'heure pour sensibiliser les gens à ces prises de conscience, quoi. Mais bon, ça avance, hein, mais bon, voilà. Donc les évaluations dont je vous parlais, c'est PCE1, c'est 2018, 2019, 2020, 2021. Donc à 5 ans, vous ferez un premier petit bilan? Je sais pas, peut-être que M. Huguet va... C'est du travail de recherche, là. Hein. Donc là, nous, ce qu'on a, c'est les résultats des évaluations. C'est des faits, c'est des résultats, des écarts de performance entre les filles et les garçons. Donc on a des repères. Donc charge à nous, c'est ces repères-là qui vont nous permettre d'évaluer notre action de formation. Voilà. Et les évaluations 6e aussi donnent, donc à la fin de l'école primaire, donnent aussi ce décalage entre les performances des filles et des garçons en français et en mathématiques. Voilà. Oui, une année, sur une année. Oui. Non, c'est l'école, voilà, une année. Voilà. Juste une question. Est-ce qu'on arrive à isoler justement? Est-ce que c'est que l'école ou est-ce que c'est tout un contexte finalement de dessins animés, de tout quoi en fait, dans lequel baignent les enfants? C'est-à-dire qu'à l'entrée au CP, il n'y a pas cet écart. Il y a quand même la différence. Les filles sont plus performantes en français quand même. Donc là, il se passe quelque chose quand même sur ces aspects-là. Vous voyez? Mais là, sur les mathématiques, en tout cas, c'est tous les facteurs d'âge. Parce qu'on sait hein, qu'à 6 ans, 3 mois d'écart, c'est quand même assez important. Donc on a éliminé ce facteur d'âge, de position sociale, de type d'école. Et le résultat, c'est que c'est l'effet de l'année scolaire passée. Voilà, exactement. Oui, alors, c'est pour ça que je suis là. Alors là, j'entends... parce que du coup, il faut que vous ayez le micro pour l'enregistrement. Non, je pensais que c'était lié aussi au stéréotype des parents. Enfin, je vois déjà, moi, à mon époque, on nous disait si tu fais allemand LV1, tu feras partie des meilleurs élèves. On avait cette représentation-là, ce qui a été complètement faux. Mais je pense aussi que ça induit, et du coup, ça peut même fausser les résultats, puisque là, on se retrouve avec les mêmes résultats des années après. Je me permets de rajouter un élément à ce sujet. Justement, l'environnement social, on le voit bien, est un élément qui est impliqué dans ces notions justement de système de genre dont je parlais tout à l'heure et qui va venir dès la naissance, mais même avant la naissance d'un enfant, développer une projection. Et donc tout l'environnement social va forcément induire et amener un certain nombre de codes genrés et rentrer dans un système de genre. Mais il est intéressant quand même de constater que l'impact de l'encadrant, du professeur, qui a en plus une forme d'autorité, ça a été nommé, et qui va en plus... moi, je vous inviterai à aller voir d'autres chercheurs, Isabelle Collet, pour citer elle, ou Catherine Vidal, Le cerveau a-t-il un sexe, une vidéo YouTube qui vient, je trouve, compléter tout à fait ce qui a été dit, et qui vont justement parler de cette question de la formation des encadrants, professeurs, enseignants, pour vraiment, en tout cas, être un jalon pour pouvoir déconstruire, en tout cas à leur niveau, ces questions-là. Mais bien entendu, c'est une question de société aussi. Juste sur la question des mathématiques, une des hypothèses d'Isabelle Collet, justement, c'était que à l'école maternelle, le domaine mathématique n'est pas encore identifié comme voilà, on joue, c'est pas encore identifié comme un domaine stéréotypé finalement, genré. Et donc quand on arrive au CP, on sait la pression
hein, tous les enjeux, tout l'affect que les familles et les enfants mettent dans cette année de CP. Donc les choses sérieuses commencent, on est assis, voyez, et donc le domaine apparaît étiqueté, c'est une hypothèse, hein, on essaie de comprendre, hein. Le domaine est étiqueté mathématique avec tous les stéréotypes qui vont avec, c'est-à-dire que les filles sont nulles en maths, etc. Et donc ça, vous voyez. On sait maintenant, donc on a dit. Y a-t-il d'autres questions? C'est votre travail de thèse sur l'autorité. Donc j'ai bien compris aussi le stéréotype, j'espère avoir bien compris, le stéréotype genré de l'autorité. Mais est-ce que dans votre travail de thèse, l'autorité masculine, finalement par la force, est assez spontanément obtenue, et l'autorité féminine obtenue par la durée, en termes d'efficacité, de respect, d'efficience dans les équipes, laquelle finalement, quels sont les intérêts de l'une et de l'autre d'un point de vue pratique? Parce qu'il y a des femmes qui sont très mauvaises en tant que chef de service, par exemple, et des hommes qui sont très mauvais en tant que chef de service. Merci. Non, mais on va rester ensemble 2-3 heures de plus, du coup. Merci pour votre question. Alors si j'ai bien compris, en tout cas en termes d'efficacité, de respect et d'efficience, peut-être que c'est des outils qui ne permettent pas bien d'évaluer la fonction de l'autorité. Puisque l'autorité, de sa racine latine, c'est autoriser. Autoriser, c'est inviter dans un monde qui n'est pas le sien, d'une certaine façon, comme à l'école par exemple, en effet, pour les résultats en mathématiques. En effet, il y a un rôle social très important du ou de la prof qui valide dans un espace donné les résultats bien ou mauvais, en l'occurrence en mathématiques par exemple. Donc je pense qu'en fait l'autorité dans sa fonction sociale de construire, de tisser le lien social entre les différentes générations par exemple, a une forme d'efficacité très importante plutôt du pôle féminin, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une durée, dans une fonction de vraiment d'engagement dans la durée et qui n'est pas celle de caricaturale qui est représentée par cette imposition par la force qui elle n'a pas de fonction si ce n'est d'établir l'ordre. Ça a une fonction sociale bien sûr, et puis moi j'ai pas de discours normatif à avoir là-dessus, mais en tout cas ça a une fonction de rétablir l'ordre et donc pas forcément dans une perspective éducative. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Ok, bon, merci beaucoup du coup. Alors en introduction, je tiens juste à dire que j'ai pas eu la chance d'être présente ce matin. Donc peut-être que je vais poser une question qui a déjà été abordée ce matin. Vous avez présenté le dispositif phare qui vient d'être mis en place dans certains établissements du secteur. J'ai eu l'impression, et c'est peut-être qu'une impression, qu'il y avait une orientation de sensibiliser en fait les acteurs des méfaits, on pourrait dire ça comme ça. Mais qu'en est-il des victimes? Qu'est-ce qui est fait de leur côté? Parce que comment est-ce qu'ils perçoivent finalement ce qui est mis en place par rapport justement à cette compréhension qui pourrait être faite et cet accompagnement qui pourrait être fait au niveau des personnes qui commettent des actes qui sont vécus très difficilement du côté des victimes? Je rebondis juste sur votre commentaire, madame. Moi, je travaille au service d'aide aux victimes, donc forcément, on a déjà eu aussi des victimes, alors pas de cyberharcèlement, comme j'expliquais, mais vraiment de harcèlement à l'école. Et le fait, alors c'était pas dans ce dispositif-là, parce que c'était plus à l'est du département, mais il y a vraiment eu une sorte de médiation un peu dans le même principe, et justement, ce même principe d'impunité que vous avez bien expliqué, on ne blâme pas.
la victime l'a très mal vécu. Je ne vous le cache pas que les parents aussi, les parents de la victime l'ont très mal vécu, un sentiment de l'établissement fait rien, on nous regarde même pas, voilà, il se balade comme ça dans les couloirs alors qu'il a quand même... Voilà. Donc là, ce que je vous ai présenté, la MPP, la méthode de la préoccupation partagée, il ne s'agit pas de situation de harcèlement. Donc la cible, je ne maîtrise pas totalement le dossier, parce que je représente ma collègue, mais en tout cas, la cible, elle est soutenue. Il y a des entretiens qui visent à soutenir la cible. Vous voyez, donc c'est un système aussi d'empathie, dans lequel sont pris tous les acteurs. C'est en tout cas l'intention. Mais comme je disais, si au bout de 2 semaines, la situation n'est pas réglée, il y a un protocole de gestion de situation de harcèlement qui prévoit des sanctions. Nous avons au niveau de la direction académique une référente harcèlement. Vous voyez, donc tout le dispositif sera mis en œuvre pour assurer les sanctions et la prise en charge complète des victimes, notamment. On est dans la prévention, mais je peux parler plus fort aussi. L'objectif, c'est d'éviter la désinsertion scolaire de la personne qui serait... Ah, pardon. Donc, je disais, là, on est dans la prévention, mais l'objectif aussi, c'est d'éviter la désinsertion scolaire de l'enfant victime qui, avec des événements répétés, pourrait se retrouver dans la situation où il peut se retrouver à l'école. Alors, dans le meilleur des cas, les élèves qui commettraient du harcèlement, que ce soit verbal ou physique, enfin voilà, ne sont pas dans son groupe classe. Mais s'ils sont dans son groupe classe et qu'ils se retrouvent confrontés régulièrement, alors on peut avoir des parents qui sont bienveillants, qui sont capables d'aborder le sujet avec le recul nécessaire, mais parfois c'est pas possible. On peut se retrouver effectivement avec des interlocuteurs dans des écoles qui sont en capacité aussi de se rendre disponibles. On a eu un contexte sanitaire qui était compliqué, on n'avait pas la possibilité non plus de rencontrer les interlocuteurs, on faisait tout à distance. C'est vrai que, j'avoue, ça pose question. Voilà, ça, en tout cas, c'est la question que ça génère chez moi. Donc là, j'insistais tout à l'heure sur la temporalité. C'est-à-dire que la MPP sera mise en œuvre et si au bout de 2 semaines, la situation ne s'est pas arrêtée, on passe à un stade supérieur. Mais les témoignages qu'on a pu avoir sur le département, c'est qu'en fait, ce dispositif changeait le regard des adultes, des autres enfants. C'est-à-dire que ça a pour vocation aussi de faire évoluer tout le climat scolaire de l'établissement. C'est une méthode holistique, enfin c'est systémique si vous voulez. Voyez ? Et donc le contexte de violence, le climat scolaire positif va être un terreau moins favorable à des... Enfin c'est le pari en tout cas qui est fait, et c'est ce qu'on a observé sur certaines écoles de l'Orient notamment, que le climat scolaire s'améliorant, il y avait moins les enfants étaient moins enclins à développer des situations d'intimidation. Peut-être juste en complément, je vais revenir sur la notion de formation qui était la première partie, qui en fait, je pense que pour pouvoir accueillir une personne victime, il faut être formé tout simplement, et donc pouvoir développer la formation des enseignants est, je pense, indispensable pour vraiment pouvoir, accueillir la parole sans jamais stigmatiser la victime. C'est quelque chose d'indispensable et malheureusement qu'on voit encore de manière trop récurrente. C'est ça. Et la formation des équipes ressources, c'est pour ça qu'au sein de chaque établissement, 5 personnes sont formées de façon assez conséquente à mener les entretiens. Ce sont des entretiens très brefs, très stéréotypés justement en termes de modalités qui permettent de les renouveler et dont le but est de développer l'empathie, je m'inquiète pour un tel, etc. Voilà, dans une attitude non blâmante. Mais effectivement, c'est fait pour traiter les cas presque à la racine, c'est-à-dire qu'on sent que ça dérape. Hein, mais effectivement, une fois que c'est parti, là, il faut changer de méthode. Et là, évidemment, il y aura des sanctions, il y aura des choses à prendre, mais il ne s'agit pas de ne pas punir les... Voilà, enfin, non, mais voilà, on pourrait avoir l'impression que finalement on laisse glisser. Et, voilà. Il y a aussi le vécu de l'enfant, et puis il y a les parents, parce que
Il y a des entretiens avec les parents qui sont prévus aussi. Ouais. Ben, merci à tous. En tout cas, merci à nos animateurs qu'on peut peut-être applaudir une dernière fois.